La session s'intitule « Démocratie, vulnérabilité et projet de changement ». Alors, elle est composée de 3 présentations de 5 personnes. Mon nom est Chantal Asselin, oui. Je suis chargée de cours en éducation à l'UQAM, principalement au baccalauréat en enseignement professionnel en formation professionnelle, pardon. Je suis chercheur à la CRIB de l'Université Laval et membre du comité exécutif du DCMET, que vous connaissez bien maintenant, et consultante en intégration des personnes issues de l'immigration, l'intégration sociale et professionnelle ou socio-professionnelle pour différents ministères et organisations. Alors, nous allons débuter avec la première session qui va durer une dizaine de minutes, le professeur Carlo Priville de l'UQAM, ainsi que la professeure Catherine Arias Ortega de l'Université catholique du Chili, qui vont, la présentation a été enregistrée au préalable, qui vont nous présenter leur communication sur l'éducation transformatoire selon la vision de l'éducation du Nord. Alors, la vidéo dure une dizaine de minutes. Allez-y. À moins que vous souhaitiez vous présenter personnellement, peut-être prendre quelques secondes pour, comme vous voulez. Oui, effectivement, l'enregistrement dure plus que 10 minutes. Donc, dans le format actuel, peut-être qu'on va prendre le temps de présenter les grandes idées, donc en invitant les participants et participantes à consulter l'enregistrement pour plus de détails. Donc, Catherine, tu veux commencer? Oui, bonjour. Je m'appelle Catherine Arias, je suis professeure à l'Universidad católica de Temuco, Chile. La principal idea de nuestra comunicación es cómo aprender la educación à l'U como educación transformatoire par la praxis démocratique, entre l'imaginaire démocratique projeté y la réalité démocratique vécue. Dans la présentation, nous essayarons d'élaborer de façon passée des questions socialement vives portant sur des problèmes socio-territoriaux au sein de l'éducation transformatoire. Finalement, pour analyser le repères didactiques pour l'éducation et la formation au sein de Nord comme éducation transformatoire. D'accord, oui. Est-ce que monsieur... Oui. Oui, effectivement. Donc, le cadre d'analyse que nous avons retenu, c'est basé sur ce que Carl, Thésée et collaborateurs ont présenté dans différentes publications. Donc, dans la synthèse de leur publication, nous avons repéré 12 dimensions qu'ils ont identifiées pour cadrer l'éducation transformatoire. Et c'est sur cette base de ces 12 dimensions, nous en avons retenu 7. Et de ces 7 dimensions, nous avons profilé à travers différentes approches de l'éducation, ou bien de l'éducation interculturelle, ou bien de l'éducation au lieu, ou bien de l'éducation, ce qu'on peut appeler la pédagogie autochtone. Et nous avons essayé de mettre en contexte ce qu'il y a comme défi, comme enjeu, et dans le contexte du Canada, particulièrement du Québec, et entre le Nord et le Sud. Et là, nous avons essayé de montrer comment est-ce que cette éducation au lieu, en utilisant l'approche retenue, peut servir comme éducation transformatoire. L'éducation transformatoire, pour ceux qui sont au Sud, parce que dans le programme de formation de l'éducation québécoise, la vision du Nord, la réalité du Nord, l'autochtonie du Nord, elle est très peu prise en compte. Et actuellement, on parle également dans le contexte du Québec et du Canada de la nécessité de la réconciliation. Or, on sait que dans les milieux autochtones, le lieu, le territoire, la relation à l'espace, à la communauté, c'est très important. Donc, dans notre approche, donc, nous pensons que cette éducation transformatoire, où on permettra aux apprenants de toutes catégories de comprendre cette vision du territoire des gens du Nord et également les gens du Nord de comprendre un petit peu les antagonismes par rapport au Sud
par rapport pour la prise de possession, l'exploitation, la gestion du territoire. Et c'est de là que nous avons essayé d'explorer différentes approches déjà disponibles. Nous avons identifié des éléments qui peuvent être extraits de ces approches-là pour nous arrêter sur des perfects, des concepts et des affects qui cadrent très bien avec le cadre élaboré par les 7 dimensions de l'approche de Thésée, CAR et collaborateurs. Et ainsi, nous proposons un cadre où cette éducation transformatoire, oui, elle peut se faire en se basant sur le lieu et en tenant compte de ces différentes expériences d'une part, mais surtout de l'approche dimensionnelle proposée je peux dire dans les travaux de la DCNET. Donc, c'est ainsi que nous faisons le souhait que cette approche-là peut aider vraiment à faire de l'éducation transformatoire une réalité. Donc, nous espérons dans la publication que nous pourrons travailler un peu plus là-dessus et puis participer à cette conversation sur la nécessité de l'éducation transformatoire. Donc, à vous, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci Carlo. Alors, maintenant, nous allons pouvoir passer à la vidéo qui dure plus que 10 minutes. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez faire... Oui, juste, je vais caler la vidéo. Merci. Juste une minute. Alors, ensuite, elle arrive tout de suite. Hein. Parfait. Merci beaucoup, Carl. Alors, après cette première vidéo, nous allons entamer la présentation avec Madame Rose Michel Smith et moi-même, une présentation, mais qui porte sur Haïti, l'égalité des genres en Haïti selon 2 approches. Et nous allons ensuite poursuivre avec Madame Myriam Radouane, qui va nous parler de certains regards que nous pouvons poser sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, nous attendons toujours Carl, qui s'occupe de nous présenter la première vidéo de notre session, celle de Carlo. Oui. Celle de Carlo et de Catherine. Juste, elle arrive tout de suite. Vraiment. Merci. Vraiment. Sobre la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire de la chaire UNESCO de CEMET. Y nous profitons de l'occasion pour remercier la chaire de cette invitation. Je m'appelle Caterina Arias Ortega, je suis professeure à l'Université catholique de Temuco, Chili, avec mon collègue Carlo Preville, qui est professeur en géographie de l'UCAT. Nous voulons vous entretenir d'un aspect particulier de l'éducation transformatoire à travers de l'éducation au lieu et nous demandons un repère pour l'éducation au lieu comme éducation transformatoire. Dans cette communication, nous nous attarderons sur des considérations pour l'éducation au sein du Nord. Tout au long de la présentation, notre argumentaire sera articulé autour de grands points suivants. Comment apprendre l'éducation au lieu comme éducation transformatoire par la praxis démocratique entre l'imaginaire démocratique projeté et la réalité démocratique véhiculée. Nous essayerons d'élaborer sur des façons de passer des questions socialement vives, portant sur des problèmes socio-territoriaux ou des enjeux de l'éducation transformatoire. La finalité de notre exercice sera surtout de proposer une grille
pour analyser des repères didactiques pour l'éducation et la formation au sein du Nord comme éducation transformatoire. Portant des recherches sur les transformations socio-territoriales comme toile de fond de notre engagement de recherche, nous nous intéressons aux transformations territoriales à étudier et à comprendre comme production sociale fondamentale. De là, nous revisitons la démocratie et les efforts nécessaires pour accompagner les transformations des relations sociales comme état des éléments importants conditionnant l'accès, l'usage, le transfert, la préservation, la gouvernance et l'exploitation des ressources des milieux. De nos jours, parler de droit et démocratie semble se focaliser sur le discours et l'essence des valeurs arbitraires, les relations entre les individus, les groupes et les institutions impliquées dans l'exercice des droits et devoirs démocratiques. Encore, plus avec la mondialisation et les médias sociaux, on peut avoir l'impression que la démocratie, l'alphabétisation sociale et l'éducation transformatoire sera maintenant essentiellement à des enjeux, à spatiaux, c'est-à-dire où l'espace, les lieux, les relations spatiales semblent être absents a priori pour l'exercice des pratiques démocratiques. Pourtant, la démocratie est toujours exercée pour une société donnée dans un espace-temps. Dans la réalité, la pratique démocratie dans la vision du contrat social considère de manière fondamentale les enjeux de la participation du public à la décision territoriale, une participation pour influencer l'offre et l'affectation des espaces à travers le zonage et l'aménagement du territoire, l'utilisation différenciée des zones selon leur affectation et finalement le contrôle, la gestion et la gouvernance du territoire. Les tensions pour départager les préférences entre les parties prenantes font appel au débat démocratique et la finalité de cette implication, c'est la délibération pour orienter l'aménagement du territoire, ce qui constitue un comportement politique nécessitant une éducation et apprentissage. Ainsi, nous comprenons que la finalité du débat démocratique constitue pour une large part une façon d'appliquer la décision de l'action démocratique sur le territoire, ce qui fait du débat démocratique une démarche à très forte incidence sur des enjeux spatiaux comme le développement du Nord nous intéresse aujourd'hui. L'éducation en lieu constitue un port d'entrée pour comprendre l'état de l'art de lutte sociale, négocier les droits et les privilèges par rapport aux ressources du territoire et co-construire de nouveaux savoirs pour accompagner des luttes sociales, répondre aux enjeux de la gouvernance territoriale, l'adaptation au changement climatique et l'éducation au développement durable. Donc, l'éducation en lieu comme savoir essentiel est une nécessité pour une éducation transformatoire dans la société du XXIe siècle. Après TC, CAR et collaborateurs, nous concevons qu'une éducation transformatoire constitue la pierre angulaire de l'articulation entre la démocratie et l'éducation, ce qui la diffère de l'éducation bancaire, comme nous l'a appris Paulo Freire. L'éducation transformatoire questionne ainsi les fondements même de l'éducation contemporaine à partir de la déconstruction des pathologies sociales. L'éducation transformatoire conduit à l'agentivité pour la transformation des réalités socio-environnementales qui posent problème et qui empêchent l'émancipation des personnes opprimées et la négation de leurs droits territoriaux. L'éducation transformatoire ainsi à co-construire une éducation de conscientisation critique qui fait de l'activité éducative une praxis émancipatoire. TC, CAR et collaborateurs ont conceptualisé l'éducation transformatoire à travers de 12 dimensions interreliées. Aujourd'hui, nous insisterons sur les 7 premières de cette dimension de l'éducation transformatoire qui sont les formes d'identité, d'altérité et de citoyenneté qui constituent la dimension psychologique, les dynamiques de socialisation et de rapports de pouvoir qui forment la dimension sociologique, la représentation sociale, la communication et les médias appartenant à la dimension médiatique, les formes d'engagement et de participation qui appartiennent à la dimension praxéologique,
les pensées critiques et les théories critiques de la connaissance qui relèvent de la dimension épistémologique, les savoirs nécessaires à la compréhension du monde qui sont de la dimension scientifique, les habiletés nécessaires pour transformer le monde qui découlent de la dimension technologique. Maintenant, mon collègue Carlo Préville va continuer avec la présentation. Merci beaucoup, Catherine. En effet, en ramenant le réseau formé par les 7 dimensions que nous venons de présenter au défi de l'éco-citoyenneté et de la gouvernance équilibrée du territoire, nous pouvons constater que ces interconnexions soulèvent des enjeux propices à l'exploration d'une éducation transformatoire pour le vivre ensemble. En effet, au sein des différents groupes sociaux ou des parties prenantes, des enjeux de l'éco-citoyenneté et de la gouvernance équilibrée du Nord, il se construit différents registres de savoir qui, certes, peuvent servir à la formation quand les problématiques sont bien circonscrites. Ainsi, la géographie sociale et culturelle permet d'identifier pour l'éducation des finalités en établissant des liens entre les territoires et les savoirs. Ces constructions régularisent ainsi également les représentations culturelles et les imaginaires géographiques. En final, les constructions élaborées à partir de ces interconnexions permettent de renforcer les processus de formation des identités à la fois culturelles et territoriales. Dans le contexte du nord du Québec qui nous intéresse, même s'il existe plusieurs représentations des territoires du nord du Canada et du Québec, nous pouvons prendre pour cadrage dans cette communication le Grand Nord canadien dans ses espaces au nord du 50e parallèle et qui représente environ 40% du territoire du Canada. Dans cet environnement, la prédominance de la population autochtone peut être de l'ordre de 50 jusqu'à 85% dans certaines sous-régions. De même, sur ce vaste territoire se trouve moins de 10% de la population totale. Si on regarde depuis le tournant des années 2008, il y a certainement un intérêt grandissant pour ces territoires, et cela tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Par exemple, le gouvernement du Canada a publié plusieurs documents intitulés « Stratégie pour le Nord du Canada ». On comprend que ce sont des stratégies pour le développement économique. Le fédéral a publié très récemment un nouveau cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada dans l'horizon 2030. Donc, nous sommes actuellement 21, nous sommes en plein dans l'application de ce cadre stratégique. Au provincial également, les discours sont dominés par la vision du développement socio-économique. Donc, au Québec, depuis 2008-2009, à peu près tous les gouvernements qui ont été au pouvoir se sont amenés avec leur version du plan Nord du Québec. Ce Nord qui, au Québec, représente environ 70% du territoire si on le considère à partir du 49e parallèle. Dans cette portion du territoire, on constate une présence autochtone de l'ordre de 33%, alors que dans l'ensemble du Québec, cette présence autochtone est inférieure à 4%. Donc, c'est dans cette perspective qu'on peut parler d'une diade population-territoire, et cela nous conduit à citer Hamelin, qui a évoqué dans plusieurs publications une autochtonie du Nord. Ce phénomène, l'autochtonie du Nord, se manifeste par des perspectives autochtones des enjeux du Nord très différentes de celles des non-autochtones. En effet, si on regarde pour l'ensemble des Amériques, les populations autochtones sont connues comme des peuples de la terre, ce qui est évoqué de différentes manières dans différentes langues, donc Mapuche, Pachamama, Inuit. Les autochtones ont habité et nommé les lieux longtemps avant l'arrivée des Européens. Les autochtones ont un rapport d'utilisation et de possession des territoires selon des modes ancestraux et communautaires, mais non individuels, comme reconnu dans les codes civils ou bien le common law. Les autochtones pratiquent des genres de vie combinés avec des parts variables de modes traditionnels, actualisés ou modernes, particulièrement dans les territoires du Nord. Et finalement, depuis de nombreuses années, et depuis les années 70, les communautés autochtones luttent pour la promotion d'institutions politiques en propre, pour leur développement socio-économique et culturel à l'intérieur du Canada comme pays constitué. Donc, en considérant ces enjeux, avec des perspectives et des visions du Nord aux antipodes, entre d'un côté les gouvernements fédéraux
et provinciaux, et de l'autre, les communautés autochtones, on comprend que la conception et la pratique de la démocratie considérée comme droit d'affecter, droit de zoner, droit d'aménager le territoire, nécessite une nouvelle éducation, sinon une rééducation au lieu, ce qui constitue, comme par exemple, le cas du Nord. Donc, en considérant également le discours d'une urgence nationale ici au Canada pour promouvoir la réconciliation et améliorer les relations entre les peuples autochtones et les non-autochtones. Donc, on peut voir que dans ce contexte-là, cette urgence impose l'agenda d'une éducation transformatoire comme un levier incontournable pour viser la réconciliation et la démocratie. Donc, du coup, ces différentes considérations nous amènent à comprendre que le renouveau de l'éducation géographique doit nécessairement inclure des questions socialement vives, des questions sensibles pour discuter, départager et négocier à chaque fois ce qu'il faut apprendre pour décider dans la gouvernance des ressources du Nord, puisque la mondialisation et la demande des matières premières vont conduire à plus de pression pour les agendas du développement socio-économique. Apprendre pour identifier quels sont les défis d'adaptation des milieux socio-écologiques du Nord, puisque les changements climatiques et l'établissement de scénarios d'adaptation de proximité pour les systèmes socio-écologiques du Nord amèneront en débat des représentations et des cultures différentes entre autochtones et non-autochtones. Apprendre finalement pour concilier les identités culturelles et territoriales dans le Nord, puisque l'ancrage identitaire et culturel des premiers peuples dans le Nord, à travers l'autochtonie du Nord, comme nous avons présenté, leur ont appris à cultiver des valeurs et des préférences distinctes découlant de leur sens du lieu, et surtout que ces différences entraîneront par moments des points de vue irréconciliables dans les scénarios de développement du Nord. Donc là, ça nous amène à un défi de problèmes conceptuels et de problèmes de la pratique, parce que ces questions vives mettent en perspective une dichotomie dans la conceptualisation et la réalisation de l'éducation au lieu. Entre, d'une part, des leçons de géographie scolaire caractérisant les territoires du Nord comme réservoirs de ressources naturelles, comme il en est le cas dans le programme actuel le programme de formation de l'école québécoise, et de l'autre côté, une pédagogie autochtone issue de l'expérience des communautés du Nord, cette pédagogie qui prône l'autochtonie du Nord comme l'empowerment socio-territorial et culturel des communautés autochtones. Donc, de là, cette dichotomie amène à réaliser qu'il y a une opportunité pour la promotion d'une éducation transformatoire en vue de développer chez les apprenants des compétences transversales propices à l'action démocratique concertée grâce à l'émergence d'une vision partagée sur le sens du Nord. L'éducation transformatoire, en effet, pour développer des compétences propices à l'action démocratique sur le sens du Nord, évoque des questions de sens mettant en évidence les relations aux espaces étudiés et aménagés, autant que des enjeux différents, divergents, même contradictoires, de l'habitat, de l'appropriation, du vivre ensemble, de la justice spatiale et de l'interculturalisme. Ainsi, les territoires du Nord doivent être appréhendés comme des lieux de vie, des lieux de pouvoir et aussi des lieux de rapport d'appropriation entre des communautés autochtones et non autochtones et à travers leur représentation respective de l'espace. Donc, pour nous, proposer l'éducation au lieu comme l'éducation transformatoire amène à se demander, d'une part, s'il est possible, s'il est pensable et souhaitable d'avoir une conception partagée sur une nouvelle éducation géographique à transmettre à travers une éducation au sens du Nord. Et comme suite logique de cette première question de recherche, il faut aussi se demander comment l'éducation au sens du Nord peut-elle associer nature, culture et société comme fondement d'une éducation transformatoire. Donc, dans notre communication aujourd'hui, nous proposons également 2 étapes pour répondre à ces 2 questions. Dans la première étape que nous allons profiler rapidement, cette première étape nécessite l'interconnexion de l'éducation, de la géographie et de la culture à travers 6 démarches recoupant les dimensions psychologiques, scientifiques et sociologiques
du cadre conceptuel élaboré par Carl Thésée et leurs collaborateurs. Et de l'autre côté, dans la seconde étape, nous allons proposer comme résultat préliminaire de cette recherche exploratoire l'intégration des champs conceptuels des lieux, de l'interculturalisme et de l'éco-citoyenneté à travers 3 axes opératoires que sont les percepts, les concepts et les affects du Nord, ce qui fait très bien écho aux dimensions épistémologiques, praxéologiques et technomédiatiques évoquées dans le cadre conceptuel élaboré par Thésée, Carr et leurs collaborateurs. Donc, regardons rapidement les 6 étapes retenues. Donc, les 6 étapes de la première étape permettent l'interconnexion, comme nous l'avions dit, de l'éducation, de la géographie et de la culture en se réappropriant différentes productions de connaissances déjà élaborées. Donc, la première de ces démarches, c'est la nordicité. La nordicité qui associe imaginaire, données, représentation pour représenter des lignes d'isonore, donc des lignes du Nord d'égale valeur, et proposée par Hamelin. Elle caractérise le sens du Nord comme lieu de vie et comme lieu de pouvoir. La deuxième démarche, c'est la géolittératie. La géolittératie, puisque la géopoétique exprime le ressenti est l'expression de l'attachement dans la variation du vécu et du perçu. Donc, la géolittératie peut aider à caractériser le sens du Nord comme lieu de pouvoir. La troisième, c'est le développement durable. Donc, dans tous les plans Nord, on évoque le développement durable. Et si on regarde avec attention les indicateurs du développement durable, et ces indicateurs peuvent se rapporter à la biodiversité, au climat, au sentiment d'appartenance et au développement culturel. Donc, du coup, le développement durable peut nous aider à harmoniser les représentations du Nord comme des lieux de dynamique spatiale d'humanisation. La quatrième approche que nous allons retenir, c'est le cadre d'éducation 2030 proposé par l'UNESCO. Ce cadre d'éducation souligne les progrès en éducation et au développement durable qui devraient s'accompagner de mesures pour la compréhension adéquate des questions socialement vives relatives à la citoyenneté mondiale et à la durabilité. Donc, ce cadre de l'UNESCO peut nous aider à représenter le sens du Nord à travers les lieux de pouvoir et des lieux de dynamique spatiale d'humanisation. En 5e position, on peut considérer l'éducation environnementale post-Rio, un courant qui s'associe à certaines conceptions postmodernes. Et dans ce courant post-Rio, on souligne que les peuples du Nord prélèvent de l'environnement le nécessaire à leur survie et à leur reproduction, tandis que les communautés du Sud, non autochtones, tirent ou cherchent à tirer du Nord, de ces territoires, plus que le nécessaire parce qu'eux, ils vivent surtout le profit. Donc, cette conception post-Rio peut nous aider à caractériser le sens du Nord, autant comme lieu de vie que comme lieu de pouvoir. Et la 6e et dernière démarche traite de l'éducation et la pédagogie autochtone. La pédagogie autochtone qui permet de transmettre tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire à travers la langue et la culture permet certes un équilibre entre l'épanouissement de l'individu et celui du groupe dans l'espace et au-delà du temps. Donc, la pédagogie et l'éducation autochtone peuvent aider à enseigner le Nord comme lieu de vie et comme lieu de pouvoir, mais également à enrichir les représentations de dynamique spatiale d'humanisation. Donc, en considérant ces 6 démarches, elles peuvent permettre la construction d'identités territoriales et culturelles et l'éducation aux valeurs nécessaires pour l'établissement de l'éducation transformatoire telle que nous la proposons. Donc, dans cette convergence, nous avons exploré comment une éducation au sens du Nord, comme objet de savoir, permettra d'exprimer une double finalité par l'interconnexion de ces 6 démarches. D'abord, ça nous permet de mettre en perspective une meilleure définition du sens des identités territoriales et culturelles nord-sud en s'appuyant sur les lieux de vie et les lieux de pouvoir. Ensuite, une appréhension adéquate du sens de la gouvernance des ressources territoriales, appréhension sud-nord, en s'appuyant sur les lieux de pouvoir et les lieux de dynamique spatiale d'humanisation. Donc, la seconde étape de notre approche propose l'intégration, disons-nous, des lieux de vie, des lieux de pouvoir et des lieux de dynamique spatiale d'humanisation à travers 3 axes opératoires
qui vont intégrer des percepts, des concepts et des affects du Nord. Regardons rapidement ces trois axes. Les percepts du Nord sont des entités cognitives ou des ensembles d'informations sélectionnées et structurées selon l'expérience et mobilisées dans des contextes expérientiels. Les percepts peuvent découler de la géopoétique nordique, des référents postérieurs et des approches de l'éducation et de la pédagogie autochtone. Les concepts, de leur côté, découlent des savoirs sur les lieux et traduisent les mesures et les représentations des objets de pensée autant concrets qu'abstraits. Ces concepts s'appuient sur le développement du sens du Nord à travers les indicateurs de la nordicité, du développement durable et de l'éducation 2030 de l'UNESCO. Et finalement, les affects pour le Nord expriment le résultat d'une certaine expertise. Et ces affects se manifestent par des aptitudes et des habiletés exercées ou bien éprouvées, tout en témoignant une compétence par la pratique et l'intellect. Ainsi, grâce à l'apprentissage social, la transmission culturelle et l'accompagnement, il est possible, croyons-nous, d'exprimer l'éducation transformatoire pour renforcer l'agentivité comme sentiment de pouvoir agir et s'engager au Nord pour le sens des lieux, l'interculturalisme et l'éco-citoyenneté dans cette vision de l'éducation transformatoire. Donc, entre l'imaginaire démocratique projeté et la réalité démocratique vécue que nous avons évoquée dès le départ, nous avons cherché à concevoir une approche didactique pour passer des questions socialement vives portant sur des problèmes socio-territoriaux et de manière spécifique comment et pourquoi développer le Nord. Nous avons ainsi analysé des repères pour l'éducation au sens du Nord comme pratique d'éducation transformatoire. L'éducation au sens du Nord, ainsi, s'accompagne d'une démarche pour faire vivre et connaître le Nord par les imaginaires, les données et les modèles, ainsi que les représentations. Donc, ces percepts, concepts et affects propices à l'émergence de l'agentivité, d'où la finalité de l'éducation transformatoire que nous proposons. Donc, dans cette approche, nous pouvons retenir d'abord que l'éducation transformatoire devra recourir à des processus d'investigation des réalités socio-territoriales et à l'enseignement des spécificités locales grâce à la collaboration des écoles avec les communautés, autant autochtones que locales. Et de deuxième temps, nous croyons que l'éducation transformatoire nécessitera la co-construction des savoirs pour prétendre à un caractère essentiel dans une éducation au sens du lieu au Québec autant qu'au Canada. Troisièmement, le système éducatif doit se renouveler au rythme des transformations sociales pour préparer les apprenants à affronter la complexité des enjeux et des réalités du XXIe siècle telles que nous l'avons proposé ou bien exposé dans le cadre du Nord. Dans ce même esprit, comme quatrième approche, nous avons mis en évidence comment le sens du Nord, comme nouvel objet de savoir, peut contribuer au renouvellement de l'éducation géographique. Ce renouvellement de l'éducation géographique permettra aux apprenants de différentes catégories, de différentes classes d'âge ou de strates de représentativité, d'établir un affect du Nord privilégié avec ses lieux de vie, ses lieux de pouvoir et ses lieux de dynamique spatiale d'humanisation. Et finalement, le cinquième élément à retenir, c'est que l'approche que nous proposons ici consacre la nature transformatoire de cette nouvelle éducation au sens du lieu pour contribuer à développer l'agentivité et à former des apprenants épanouis, des citoyens engagés et également des travailleurs responsables et éco-citoyens. Donc, tout ceci, nous croyons, peut contribuer à de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et mettre en œuvre la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire. Donc, c'est ça qui fait le tour de nos principales idées. Et nous sommes maintenant à votre disposition, Catherine et moi, pour répondre à vos questions et éventuellement partager vos commentaires et vos observations. Merci beaucoup. Oups. Alors, oui, donc merci énormément, Catherine et Carlo.
Peut-être qu'il y a, je ne vois pas de questions dans le chat en ce moment, mais peut-être commenter ou questionner Catherine ou Carlo, un de vous deux. Alors, je vois Marco ici qui lève la main. Marco, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant, très riche. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais juste aborder un aspect qui est, je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question, je ne sais même pas. Par rapport à cette question de la géographie scolaire, qui voit en fait beaucoup de choses comme des ressources. Moi, je m'intéresse aussi vraiment à ces questions aussi de discipline scolaire. Je suis didacticien, donc c'est le rapport entre les disciplines scolaires et toutes les approches transformatoires ou d'éducation environnementale qui m'intéressent. Mais je me demandais, je ne connais pas bien les programmes de géographie au Québec, mais je me demandais s'il n'y avait pas une place quand même pour des objets un peu plus complexes, notamment avec la notion de service écosystémique qui s'est beaucoup développée aujourd'hui dans ce rapport aux ressources que représente la nature d'une manière assez large et qui, elle, englobe quand même plus de choses. Alors, elle continue à considérer l'environnement comme une ressource pour l'homme. Elle continue à être très anthropocentrée, mais elle est quand même peut-être dans une vision un peu plus large qui intègre plus que simplement une ressource qui pourrait être économique. Elle intègre les questions de ressources environnementales pour les écosystèmes et leur fonctionnement, et puis de ressources aussi qui peut être une ressource spirituelle, qui peut être une ressource récréative, etc. Et je me demandais quel lien on pouvait peut-être faire avec ces questions d'approche autochtone et de nordicité aussi qui sont évoquées. Oui, bon, merci beaucoup pour ce commentaire. En fait, ça fait bien le dialogue, puisque vous êtes en didactique. Effectivement, quand on regarde le programme de formation de l'école québécoise de manière générale, on peut avoir l'impression qu'il y a des ouvertures pour regarder l'espace, le milieu, le territoire de manière autrement que des réservoirs à ressources. Mais dans la réalité, quand on rentre dans ce programme-là, cette dimension, elle est évoquée, mais les axes, les possibilités, les savoirs essentiels à faire apprendre ne sont presque pas là. Donc, l'opportunité de l'éducation transformatoire pour nous, elle est là, en ce sens que c'est dans le cadre, il y a possibilité de faire et d'opérer autrement. Et c'est ça que nous essayons de faire valoir dans cette approche. Et nous croyons que c'est l'éducation transformatoire en ce sens, ça peut aider à, par exemple, c'est les questions socialement vives, donc tout le monde en parle, mais de manière concrète, comment les aborder, comment les traiter, et puis comment, justement, le défi de l'éducation transformatoire, comment former les nouveaux apprenants de manière à ce que ces questions les amènent à transformer leurs préférences, leurs valeurs et à faire d'eux des citoyens du 21e siècle. Donc, c'est pour ça que nous nous intéressons, nous disons, voilà les enjeux de la société, mais voilà les points de faiblesse. Et puis, en quoi est-ce que c'est dans les nouvelles perspectives de l'éducation transformatoire, donc en nous appuyant justement sur ces réalités autochtones, sur les perspectives autochtones, comment est-ce qu'on peut renforcer, contribuer. Donc, d'abord, développer de nouvelles connaissances, mais ensuite, contribuer par rapport à la formation des nouveaux enseignants. Donc, en fait, je pense que ça fait bien le dialogue par rapport à votre commentaire. Merci. Oui, ça va comme ça? D'accord. Alors, écoutez, étant donné que nous avons eu quelques petites difficultés, si vous permettez, je vais vous inviter à poser vos questions à la fin. Il y en a quelques-unes qui sont entrées ici dans le chat. Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième présentation, celle de Mme Smith et de moi-même. Ensuite, nous allons écouter celle de Myriam. Et à la fin, dépendamment du temps qui nous restera, on pourra répondre aux questions du chat. Et ce soir, bien sûr, tout le monde est invité au 5 à 7 entre 15h30 et 16h30
pour pouvoir continuer la discussion. Alors, merci de présenter la vidéo de Rose Michel et moi-même, s'il vous plaît. D'accord, on y va tout de suite. Bonsoir tout le monde. Je suis Rose Michel Smith. J'ai avec moi ma collègue Madame Chantal Asselin. On est deux pour la session 1.5 dans le cadre du symposium. Donc, ce sera un plaisir d'être avec vous. Dans cette session-là, on va plutôt parler sur des sujets qui ont aspect avec Haïti. Donc, rapidement pour me présenter, Rose Michel Smith, docteur en chimie, je travaille à ISTEA, et Institut des sciences, technologies et des études avancées d'Haïti, en tant que prof régulière depuis 2018. Et je suis également titulaire de la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le développement. Et jusqu'à date, c'est l'unique qu'il y a en Haïti. Voilà. Donc, le titre de ma présentation, c'est la place des femmes dans le milieu éducatif haïtien. Alors, pour commencer, voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais parler des causes de la faible représentativité des femmes dans l'éducation. Ensuite, ça va être la troisième partie, l'éducation supérieure des femmes et de son impact sur la société. Et je vais finir par une conclusion et des recommandations et quelques perspectives. Pour replacer le sujet dans son contexte, en Haïti, il y a un taux élevé d'analphabètes, entre 40 et 50%. On a pu voir également qu'il y a un nombre important d'enfants non scolarisés, 37% de filles contre 47% de garçons. Donc, on peut voir déjà qu'il y a un déséquilibre. Et puis, il n'y a pas vraiment une politique cohérente et l'application pour, comment je peux dire, pour inverser cette politique-là. Et on assiste également sur un article de Trouillon 2013 qui a une dégradation de l'enseignement, la façon dont c'est fait. Donc, ça n'aide pas non plus à améliorer. Donc, selon une étude menée conjointement entre l'ISTEA et l'UNESCO, le projet SAGA, on a pu voir qu'il y a une faible présence des femmes dans le monde scientifique, environ 28%. Et pour Haïti, on voit qu'il y a 82% des profs qui sont hommes et seulement 18% de profs femmes. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas une sorte d'équité. Et là, en prenant ici à gauche, on a la représentativité des femmes à l'Université d'État d'Haïti et à droite, on a la représentativité des femmes dans 2 centres universitaires privés. Donc, on peut voir, alors en violet, c'est la présence des femmes et puis l'autre couleur à côté, c'est les femmes. Pardon, en violet, c'est les hommes et l'autre couleur, c'est les femmes. Donc, on voit bien la grande différence que les femmes sont très peu représentées. Et quand on regarde dans 2 centres universités privés, on peut voir que voilà, c'est le même cas de figure. Donc, les femmes sont très peu représentées par rapport aux hommes. Donc, maintenant, pour mieux comprendre, on était allé un peu plus loin. On a pu voir que il y a eu une sorte de mixité hiérarchisée dans le milieu universitaire. Ça veut dire, dès qu'on commence à monter en cycle supérieur, donc on voit de moins en moins les femmes. Et selon la constitution haïtienne, et on exige seulement 30%. Donc, le quota n'est que 30%. Déjà, de la loi, il y a une sorte c'est pas, je veux dire, il n'y a pas, ça ne prône pas vraiment l'équité entre les hommes et les femmes. Et les femmes sont souvent orientées vers des filières traditionnelles de genre comme les sciences infirmières, l'école normale, l'instituteur. Donc, les femmes ne sont pas vraiment orientées vers tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Maintenant, quelles sont les causes de tout ça? Donc, au niveau, on a pu regarder, j'ai essayé de regarder au niveau scolaire et au niveau universitaire. Alors, au niveau scolaire, alors c'est dû par rapport aux conditions d'existence, par exemple. Donc, on se dit, ouais, les hommes sont supérieurs par rapport aux femmes. C'est ce que disent les gens.
Et alors, on pense que toujours que les femmes sont plus faibles. Après, il y a les inégalités sociales et culturelles. Par exemple, dans les familles, les femmes restent à la maison, font beaucoup de tâches domestiques, alors que les garçons, on les pousse beaucoup plus à l'école. Il y a la précarité économique. Donc, une famille qui a une fille et un garçon, s'il y a un souci économique, on va plutôt pousser l'enfant qui, je veux dire, le garçon, mais la fille va rester plutôt, allez, on peut faire 1 à 2 années rester à la maison. On se dit, tu auras le temps d'y aller, mais on pense que le garçon pourra peut-être, après une bonne éducation, pourra peut-être revenir et financer la famille. Donc, tout ça, c'est des conditions. Et puis, il y a tous les stéréotypes liés aux gens et dans la société. Donc, les hommes peuvent faire la science, les femmes non. Donc, tout ça, c'est des causes pour la faible représentativité des femmes dans le niveau scolaire. Maintenant, au niveau universitaire, le rapport de pouvoir. Donc, on verra plutôt au terme, quand on arrive dans le statut de gouvernance, il y aura plus d'hommes au timon des affaires. Les femmes, c'est souvent, si on a un ami, c'est souvent par piston, genre, même s'il y a des concours, mais il faut connaître quelqu'un, il faut être dans le gouvernement. Donc, il y a ces genres de choses qui ne favorisent pas. Et il n'y a pas une promotion déjà pour les femmes. Et puis, il y a les rapports de domination, les rapports sociaux de sexe ordinaire. Et sans compter la non-scolarisation des femmes déjà au départ au niveau scolaire, ce qui fait que les femmes ont du mal à arriver un peu plus haut. Les stéréotypes sexistes, la persistance de la culture et l'absence d'une politique d'université intégrant des perspectives de genre. Donc, on ne fait pas vraiment la promotion des femmes. Maintenant, c'est quoi l'impact de l'éducation supérieure des femmes dans la société? Alors, on pense que l'accès à l'éducation des filles a un impact considérable sur la santé des enfants parce que, je veux dire, une femme, mère au foyer qui est bien formée, qui a un métier, s'occupe mieux de ses enfants. Non seulement c'est un atout pour l'économie de la famille, et aussi ça permet l'accroissement de la productivité et améliore les conditions de la vie pour tous, pour tout le foyer. Augmentation du revenu familial, report de l'âge du mariage. Je veux dire, les femmes de carrière, en général, on peut voir qu'elles ont des enfants très tard parce qu'elles prennent en compte tout ça, à quel moment je vais avoir un peu de temps pour faire un enfant. Donc, tout est calculé à l'avance. Alors, quelqu'un qui n'est pas trop avancé en éducation, ben, on a 2, on a 3. Et en Haïti, on a une tendance à dire que, genre, les enfants, c'est... Alors, on dit en créole, Simone, c'est bien malheureux. Ben, en français, on peut traduire ça. Autant d'enfants qu'on a, on va avoir beaucoup d'argent après parce qu'on pense que ces enfants, quand ils vont devenir grands, ils vont financer la famille. Bon, ça, c'est la culture haïtienne. Et enfin, on voit que les femmes éduquées adoptent des pratiques et un mode de vie réduisant les risques pour la santé, de même au regard des questions liées aux pratiques sexuelles. Donc, les femmes éduquées, ben, elles sauront qu'elles doivent se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et aussi elles peuvent pratiquer le planning familial. Donc, tout ça, ça permet, je dis, c'est pas sans impact pour la société, c'est bien aussi pour le développement personnel et le développement du pays. En termes de conclusion, on voit l'importance de la conception et l'élaboration d'une politique sectorielle d'équité et d'égalité qui s'inscrit dans une vision inclusive et un cadre général de réforme de l'université avec des objectifs et des indicateurs clairement identifiés. Ensuite, la formation des professeurs devrait représenter une des premières des préoccupations autorités universitaires et les déterminer à prendre certaines initiatives telles que les bourses d'excellence, genre pour pousser les femmes qui sont bien à aller un peu plus loin, pour avoir certains modèles pour les autres femmes, pour qu'elles soient plus intéressées et genre, pour une fois qu'elles ont des modèles, ça va, comment je peux expliquer ça? Ça va inciter d'autres à suivre le même chemin. On peut donner des primes à la recherche, les formations au cours d'emploi, les prix pour les publications, etc. Donc, c'est dans cette même perspective qu'a pris naissance la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le Développement, dont je suis la titulaire, dont l'objectif également est d'accroître la présence des femmes dans les domaines scientifiques, tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une faible présence des femmes dans ces domaines-là. Tout ça par l'intermédiaire des campagnes systématiques et d'activités structurantes de sensibilisation à tous les niveaux du système éducatif haïtien en vue de leur participation pleine et entière à la recherche scientifique et au développement du pays. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue Chantal Asselin pour la suite. J'arrête le partage, je vous donne la main.
Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rose Michel. Je dois aussi souligner que Rose Michel est la toute première détentrice d'une chaire de recherche de l'UNESCO en Haïti. Alors, félicitations encore, Rose Michel. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner avec la présentation. Alors, comme je vous disais, mon nom est Chantal Asselin. Je suis chargée de cours à l'UQAR en éducation et j'ai fait mon doctorat en éducation à l'UQAM et je suis aussi chercheur à la CRID à l'Université Laval et je suis sur le comité exécutif de la chaire de recherche de l'UNESCO DCMET, que vous connaissez très bien maintenant, ainsi que consultante pour diverses organisations et ministères du gouvernement au Québec. Alors, dans la même lignée que Rose Michel, nous allons parler aujourd'hui d'une subvention de recherche que Mme Marie-Alexandre, professeure à l'UQAR en enseignement en formation professionnelle, et moi-même avons reçu du ministère des Relations nationales et de la francophonie du Québec pour développer la formation professionnelle et en même temps la compétence technologique et l'égalité des genres. Donc, il s'agit d'un partenariat entre deux universités, entre le Québec et Haïti, pour développer l'enseignement de la formation professionnelle dans une visée d'équité des genres, de donner de l'autonomie aux femmes, confiance en elles et surtout une autonomie financière. Alors d'abord, l'UQAR est la seule université au Québec qui donne le baccalauréat en enseignement en formation professionnelle totalement en ligne. L'Université Roy-Henri-Christophe, située à Cap-Haïtien, au nord du pays, est une université où on enseigne plusieurs programmes et avec laquelle je travaille comme professeur associé depuis quelques années en enseignement au master en éducation. Et nous sommes arrivés à un constat de certains besoins en développement durable, en éducation cycle et en enseignement en formation professionnelle. Alors, la visée de ce projet, c'est de former des enseignants en formation professionnelle en utilisant le laboratoire Paramètre. Le laboratoire Paramètre a été fondé, conçu et développé par la professeure Marie-Alexandre de l'UQAR. Et d'ailleurs, elle a obtenu le trophée du numérique en 2018. Je vous présente très brièvement le laboratoire des métiers.com, autant populaire au Québec que très bientôt en Haïti. Alors, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur Paramètre, laboratoire des savoirs de métiers en formation professionnelle. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout visiter, mais au moins, on a le temps de regarder certaines composantes que nous allons utiliser lors de la formation à l'Université Roy-Henri-Christophe, qui se fera soit en ligne, ou si la pandémie s'est un peu passée, peut-être pourrons-nous aller la donner au mois d'octobre au Cap-Haïtien. Alors, d'abord, ce laboratoire présente les guides didactiques et le processus de raisonnement des métiers de 4 métiers. Bien entendu, notre souhait du plus profond du cœur est de
pouvoir développer les guides didactiques et le processus de raisonnement de métier d'autres métiers, bien entendu. Alors, ici, on trouve le machiniste, l'infirmier, infirmière auxiliaire, mécanicien, mécanicienne, soudeur, soudeuse. Il faut aussi signifier que même au Québec, pas seulement en Haïti, on a beaucoup encore de professions qui sont un peu des chasses gardées pour les hommes. Très peu de soudeuses, monteuses travaillent au Québec, mais on en a quand même quelques-unes de plus en plus. Alors, si je clique, par exemple, sur le guide didactique de soudeur-monteur, alors, vous avez 80 pages pour vous renseigner, pour les enseignants en formation professionnelle, pour trouver certaines stratégies ou les compétences du programme de formation du ministère de l'Éducation ont été utilisées pour bâtir tout ce qui comporte un métier, c'est-à-dire les composantes métiers, mais aussi les composantes santé et sécurité. Hein? Alors, on peut, à partir de tous ces procédés-là, être capable de développer un programme pour enseigner le métier, mais enseigner aussi comment enseigner. Tous les éléments de pédagogie, tous les éléments de didactique, pour être capable de former des enseignants qui vont former à leur tour des apprenants, qui vont connaître autant comment pratiquer leur métier que les règles de santé et sécurité pour se protéger, surtout dans ces métiers-là où la sécurité physique a une dimension. Alors, j'arrive ici dans le processus de raisonnement de métier. Je clique sur le métier qui m'intéresse, soudeur, monteur, soudeuse, monteuse, et on trouve le schéma du processus de raisonnement de métier. Alors, toutes les activités clés et les actions que vous voyez exposées ici, tout ça a été étudié, analysé à partir, entre autres, des compétences qui sont ciblées dans ce programme par le ministère de l'Éducation. Donc, chaque a des activités clés et chaque activité clé de chaque métier rassemble les actions principales que la personne qui pratique ce métier doit maîtriser à un niveau débutant, intermédiaire ou jusqu'à l'expertise. Alors, vous avez, par exemple, l'activité clé d'interprétation de plans, de devis et de procédés qui comporte deux actions principales. D'abord, être capable de décoder des symboles, de distinguer, différencier les procédés de soudage et de sélectionner l'équipement, le matériel. La deuxième activité clé, préparer des pièces, va demander à la personne de distinguer les propriétés de chaque métal, choisir et appliquer différentes méthodes de préparation, nettoyer les pièces et s'assurer de la manutention des matériaux. Alors, Chantal, doit être manipulé avec soin. Chantal, je peux me permettre… Selon son poids, etc. Chantal? Alors, si je reviens… Chantal? Oui. Oui. J'ai écrit déjà, s'il vous plaît, Carlo. Je pense que ce ne sera pas… non, parce qu'on aimerait quand même écouter notre dernière panéliste et le temps est déjà… La première action, être capable… c'est pour ça, Carlo, est-ce que c'est Carlo qui a le contrôle pour arrêter la vidéo et pour que je présente Myriam? Est-ce que ça fonctionne là? La vidéo est arrêtée? Bon, d'accord. Oui. Alors, est-ce qu'on peut cesser le partage d'écran également? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, oui, merci. On peut cesser le partage d'écran?
Oui, super. On se voit tout le monde maintenant. Alors, Désolée, vous, Chantal. oui, vous pourrez consulter ou vous pourrez m'écrire si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir. Et nous allons poursuivre avec Myriam qui va nous présenter l'éducation à la citoyenneté mondiale. Myriam va nous donner sa présentation live, en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous remercie pour l'introduction et pour les présentations précédentes qui ont été pour moi des découvertes et passionnantes. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un regard croisé sur la citoyenneté mondiale et je crois que je ne vais pas vous partager mon écran parce que ma connexion me fait défaut aujourd'hui et que je vais privilégier ce que je vais vous raconter parce que ça coupe beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si de mon côté ça passe pas parce que j'ai eu des problèmes pendant toute la journée puisqu'il est déjà 19h ici en France où je me trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc moi, je vais me présenter juste en 2 mots. Donc je suis Myriam Radouane, je suis chercheuse postdoctorante dans l'équipe du professeur Akari que je remplace dans le cadre de Symposium, qui est spécialisé en dimension internationale de l'éducation. Et moi, j'ai un regard qui porte plutôt sur les dimensions interculturelles. Mais récemment, on a eu l'occasion de mener une étude comparative à propos de la citoyenneté mondiale. Donc, ce concept de citoyenneté mondiale, il a été développé alors, à de nombreuses reprises dans de nombreuses institutions, mais l'UNESCO est reconnue comme une des institutions porteuses du concept, porteuse de son développement théorique, mais aussi de son développement dans d'autres contextes. Et d'ailleurs, je vois que la chaire en est bien un des exemples. Et donc, l'idée de cette citoyenneté mondiale, c'est de donner la possibilité d'insérer des thèmes comme la justice sociale, le respect de la diversité, le développement de l'esprit critique, la promotion de l'égalité et la compréhension des enjeux mondiaux dans la formation des apprenants. Ça veut dire dépasser le cadre national pour s'intéresser, par exemple, aux interdépendances entre différents niveaux d'appartenance. Donc, mon appartenance... Alors là, je tente d'exemplifier avec, par exemple, à l'école primaire à Genève, donc l'université dans laquelle je travaille, les élèves vont commencer à travailler la géographie à partir de leur quartier. Comment je fais mon chemin jusqu'à l'école? Qu'est-ce que je vois sur le chemin de l'école? Et petit à petit, le plan d'études va permettre d'aller analyser même les interdépendances avec d'autres contextes, comme d'où vient ce que je consomme, quel effet ma consommation peut avoir sur mon environnement. Et donc, on a derrière ce concept de citoyenneté mondiale des enjeux globaux qui sont liés à des appartenances locales, des enjeux qui sont liés aux interdépendances entre les individus, entre les contextes. On a des enjeux liés au développement durable et à la question des identités aussi. Donc, j'évoquais précédemment le respect de la diversité et également la justice sociale. Ce qui a été développé, donc ça c'était par le professeur Akari notamment, c'est l'évolution de ce qu'on a appelé l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, qui est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, à l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il y a une sorte de changement de paradigme qui se fait. Et en fait, typiquement, ce qui était la référence dans l'élaboration des cadres de l'éducation civique, de l'éducation à la citoyenneté, c'était par exemple l'État-nation, alors que dans la question de la citoyenneté mondiale, c'est évidemment le monde qui devient un des cadres de référence. Un des objectifs de l'éducation civique, c'était par exemple la connaissance des institutions. Donc là, voilà, pour exemplifier, dans les écoles en France, on va apprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, du rôle des députés, du maire, des ministres, de comment tout ça s'organise. Et ça va être des objectifs, l'éducation civique, par exemple. Alors, la citoyenneté mondiale, on va avoir d'autres types d'objectifs, peut-être moins centrés sur des institutions, mais centrés sur ce que j'expliquais, les interdépendances, le développement durable, la solidarité nord-sud et les compétences pour vivre dans un monde divers. Alors, évidemment, là, je dresse un tableau un peu dichotomique, mais il y a des interactions entre ces différentes conceptions de la citoyenneté mondiale. Plusieurs auteurs démontrent qu'il peut y avoir des liens entre citoyenneté mondiale et citoyenneté nationale, que les deux peuvent s'imbriquer, qu'il peut y avoir des interactions et qu'il y a donc des interdépendances entre les différents niveaux de citoyenneté.
Quelques enjeux, en fait, ont été relevés autour de ce concept de citoyenneté mondiale. Premièrement, là, moi, je l'ai défini très simplement parce que, d'une part, j'ai que 10 minutes et me lancer dans une définition longue et ce serait extrêmement complexe et je tomberais à côté quoi qu'il arrive, mais il faut savoir que les définitions et les orientations du concept sont extrêmement variées, les différents paradigmes dans lesquels ils sont développés, les différentes postures qui peuvent être impliquées par différentes définitions du concept. Et en fait, ce concept, il peut être compris de manière différente selon les paradigmes dans lesquels on l'ancre. Le rapport des enseignants aux enjeux de citoyenneté est un enjeu dans la recherche parce que les enseignants vont être un vecteur de transmission de ce que c'est que ce concept de citoyenneté mondiale. En ce sens, la formation des enseignants a une véritable importance. Et chez les enseignants, il va être important d'interroger aussi leur rapport au national. Il y a des études qui ont montré que les enseignants avaient, je crois que c'était aux États-Unis, peur de dire des choses qui pouvaient paraître comme pas très patriotes. Donc, les enjeux de citoyenneté mondiale étaient un peu plus difficiles à appréhender dans leur pratique. Et puis, un autre enjeu qui a été soulevé, c'était comment après on évalue la citoyenneté mondiale. Est-ce que si on l'enseigne, on l'évalue? Comment on évalue les compétences qui s'y rapportent? Voilà quelques enjeux, quelques remarques préliminaires sur le concept qui sont évidemment très générales et peu développées ici, je m'en excuse. Mais ensuite, je vais donc vous parler d'une étude comparative qu'on a menée, nous, entre... donc, c'est une étude, et là, je dois donc parler de mes collègues, donc le professeur Akari et Assem Temirova, qui est aussi dans notre équipe, qui ont mené cette étude donc, avec moi. Plutôt, j'ai mené l'étude avec eux, je ne sais pas comment le dire exactement. Donc, en fait, on a constaté qu'il y avait peu d'études empiriques dans nos deux contextes de recherche sur la perception qu'ont les enseignants, les futurs enseignants, du concept de citoyenneté mondiale. Nos deux contextes de recherche sont le Kazakhstan et la Suisse. Donc, nous avons pu, dans ces deux contextes qui sont en fait très divers culturellement, la Suisse, il y a énormément de personnes issues de la migration. À Genève, on considère que 6 personnes sur 10 peuvent avoir un parcours migratoire dans leur parcours de vie. Au Kazakhstan, il y a énormément d'ethnies qui cohabitent. Et donc, on a deux contextes divers culturellement, deux contextes qui cherchent à se saisir du concept de citoyenneté mondiale et deux contextes dans lesquels il y a donc peu d'études empiriques sur la formation des enseignants dans ce domaine. Donc, on a décidé de procéder par questionnaire auprès d'enseignants en formation en leur posant des questions sur la connaissance qu'ils avaient du concept de citoyenneté mondiale, des questions sur les valeurs et les compétences qu'ils attachent au concept, et puis sur la relation entre la citoyenneté mondiale et la citoyenneté nationale. On a procédé par analyse lexicométrique, donc on a analysé les différents mots qu'ils ont utilisés, puisque de nombreuses questions ressemblaient à plus ou moins ça. Quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit citoyenneté mondiale? Quelles sont les valeurs que vous attachez? Classez-les dans l'ordre d'importance. Et donc, on a pu utiliser cette analyse lexicométrique, principalement, et puis d'analyse de contenu et d'analyse statistique pour certaines des questions. Donc, concernant les résultats, on a constaté que les futurs enseignants, que ce soit au Kazakhstan ou en Suisse, avaient peu de connaissances du concept et un étudiant sur 2 n'en avait jamais entendu parler, quasiment. À chaque fois, on est à 48, 49 ou 51, 52%. Donc, les futurs enseignants ne connaissent au final assez peu le concept de citoyenneté mondiale. Ensuite, le lieu de découverte du concept, pour certains d'entre eux, c'est à l'université. En Suisse, il me semble que c'est principalement à l'université, alors qu'au Kazakhstan, c'est un petit peu plus varié et les réseaux sociaux ont été mentionnés au Kazakhstan. Ce qui montre qu'il y a des opportunités pour ce concept, pour être développé et appréhendé par les jeunes étudiants, qui peut être ce développement par les réseaux sociaux, mais également à travers la voie universitaire dans la formation. Ensuite, concernant les enjeux qu'ils associent au concept de citoyenneté, c'est là où on voit la différence la plus marquée, je dirais, entre les deux contextes. Typiquement, en Suisse, les étudiants ont utilisé les mots droit, respect et équité pour les associer au concept de citoyenneté mondiale de manière assez importante.
Et puis les mots qu'ils utilisaient reflétaient cette idée de relation entre les individus, vivre ensemble, relations harmonieuses, etc., communication. Alors que du côté du Kazakhstan, les étudiants utilisaient plutôt des mots comme monde, liberté, voyage, passeport. Donc ce qui était intéressant, c'est que les enjeux qui ressortent de la compréhension du concept de citoyenneté mondiale vont d'un côté plutôt écho à la relation avec des gens, alors que de l'autre plutôt à la liberté de bouger, à cette liberté d'être citoyen du monde, pouvoir être dans différents pays. Ensuite, on a demandé aux étudiants s'ils accordaient plus d'importance à la citoyenneté mondiale ou à la citoyenneté nationale. Donc là, on n'a pas quelque chose la comparaison est marquée puisque en Suisse, les étudiants accordent plus d'importance à la question de citoyenneté mondiale, alors qu'au Kazakhstan, les étudiants ont majoritairement répondu qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas se prononcer. D'une part, il y a une sorte de réserve parce que, comme je l'ai dit précédemment, un étudiant sur deux ne connaît pas le concept. Donc, il y a eu des étudiants qui ont justifié en disant « mais je ne connais pas assez pour pouvoir me prononcer ». Et donc, voilà, on a un rapport plus ou moins mitigé sur les interactions entre le national et le mondial. Mais tout de même, ce qui est important de noter, c'est que pour certains étudiants, même s'ils ne sont pas majoritaires, c'est important de les prendre en compte également, c'est le rapport à la citoyenneté nationale, que ce soit en Suisse ou au Kazakhstan. Il y a des étudiants, et notamment il y a des citations, je crois que c'était en Suisse, une étudiante qui disait « Moi, je comprends cette idée de citoyenneté mondiale, comme si elle expliquait qu'elle trouvait les intentions positives, mais elle disait « Mais moi, j'ai été élevée dans tel contexte, je ne peux pas l'oublier et passer si facilement au concept de citoyenneté mondiale. » Donc, je pense que l'étude, alors là, je ne les ai pas toutes démontrées parce que c'est des petits cas spécifiques qui ont écrit une phrase par-ci, par-là dans les questionnaires, mais je pense qu'il va être important pour le développement des recherches sur la formation des enseignants dans ce domaine, de comprendre les résistances de ces enseignants et de comprendre comment ils se positionnent vis-à-vis du concept de citoyenneté mondiale. Étant donné qu'on peut considérer qu'il est extrêmement porteur, c'est important de comprendre où ça peut bloquer chez certains futurs enseignants, et notamment, ça peut être au niveau de « mais que devient mon identité nationale ?» Un peu, voilà, ça c'est une interprétation de ma part, mais je trouve que les personnes qui résistent ou qui ont des peurs comme ça doivent être vraiment prises en compte pour pouvoir ensuite adapter la formation et travailler ces interactions entre le national et le local. Donc, en fait, aussi, cette étude, ce qu'elle montre, c'est que, et ça, c'est quelque chose de peut-être plus général, mais c'est que la compréhension du concept de citoyenneté mondiale, alors ça a déjà été démontré, mais elle le démontre également, c'est qu'elle est extrêmement contextualisée. En fait, on a pu comparer nos résultats aux possibilités de voyage avec un passeport suisse ou du Kazakhstan. Et effectivement, cette volonté d'avoir comme enjeu de citoyenneté mondiale le voyage d'un côté, alors que c'est plutôt les relations de l'autre, montre aussi des aspirations différentes et donc des appréhensions du concept différentes. Donc voilà, je voulais vous présenter cette recherche parce que je trouve qu'elle nous montre que prendre en compte l'appréhension des futurs enseignants d'un tel concept qui est extrêmement complexe est important pour justement essayer d'adapter au mieux la formation qu'on peut leur donner dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Myriam. Alors, il est 13h05. Je me demandais si on a 20 minutes de retard. Est-ce que vous préférez, comment voulez-vous fonctionner? Préférez-vous que nous arrêtions maintenant et poursuivre les questions-discussions au happy hour de ce soir? Il y a quelques questions ici dans le chat. Myriam a levé la main. Oui, est-ce que moi, ça vous va si je réponds? Je vois qu'il y a une question pour moi maintenant. Vous ne m'entendez pas? Je vois qu'il y a une question pour moi maintenant, mais comme moi, je dois partir puisqu'il est déjà 19h. Bon. Est-ce que je peux répondre maintenant parce que je ne pourrais pas
Et c'est Ah oui, 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 je comprends qu'il est 21h chez vous. en Alors, 19, mais c'est que j'ai un bébé à la maison. C'est pour ça. d'accord, Là, elle est rentrée. Donc, tout à fait, tout Est-ce à que je fait. peux faire une suggestion? Vas-y, vas-y, Patrick. Je pense que Myriam peut répondre à sa question et puis nous, on peut continuer pour le happy hour de toute façon. Parfait. Alors, Myriam, alors, vous avez accès à la question, je crois. oui. Allez-y. Alors, qu'en est-il des enjeux identitaires d'inclusion dans le concept de l'éducation aux droits et obligations rattachées à la citoyenneté mondiale numérique pour lesquelles n'existe aucun cadre législatif national ou international? Alors, je vais essayer de répondre en fonction de ce que je comprends de la question. Donc, si je suis à côté, il ne faut pas hésiter à me dire. Peut-être juste avant d'entrer dans la question du numérique, c'est vrai qu'il n'y a aucun cadre législatif national ou international, et ça peut être un enjeu de compréhension du concept, dans le sens où on peut répondre à ça que mais je n'ai pas de passeport mondial, je n'ai pas d'identité mondiale, donc j'ai de la peine à m'identifier à cette idée de citoyen mondial. Ensuite, là, on l'a montré un peu avec le passeport, mais je pense qu'avec d'autres concepts, ça va encore, avec d'autres contextes, pardon, ça va encore plus être important, dans le sens où les inégalités entre les groupes culturels, sociaux, peuvent être mises en exergue si on leur dit on est tous citoyens du monde, tous pareils. Donc, en fait, vous avez parlé de l'éducation transformatoire dans la première présentation, et je pense que c'est ce qui va être important pour justement parler de l'inclusion. Et pour comprendre que les interdépendances et que la citoyenneté mondiale, c'est pas juste se dire comme si on avait tous le même passeport, mais plutôt comprendre qu'on a des interdépendances et des responsabilités aussi vis-à-vis des gens qui cohabitent dans le même monde. Alors, je suis désolée, je ne réponds pas totalement pour la citoyenneté mondiale numérique, parce que c'est un sujet que je ne traite pas et que je, du coup, connais peu. Donc voilà, je m'excuse si j'ai répondu un petit peu à côté. Je crois que nous pourrons poursuivre ou détailler un peu plus tard aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous repose la question. Il y a peut-être des gens qui doivent... Merci encore, Myriam. Est-ce que vous préférez qu'on arrête maintenant? Je pense que oui. Et on pourra poursuivre ce soir. Alors, bonne journée à ce symposium